Bienvenue à cet épisode de l'Académie Jardin de vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, l'honneur de recevoir Zilien. Zilien, que je connais, on se connaît depuis quelques années par l'entremise de Zayat Aroma, où tu as partagé quelques heures pendant plusieurs années, finalement, de travail. Donc, Zilien, qui est un passionné d'aromathérapie, qui est retourné dans ses origines, donc si je ne me trompe pas, à l'île de la Réunion, et qui nous parle maintenant directement de l'île de la Réunion. Bonjour Zilien. Bonjour Véronique, merci pour l'invitation, quel honneur. Ça me fait Euh, plaisir. J'aimerais ben ça que tu oui, nous parles un petit peu de toi, de ton parcours. Moi, je te connais en tant que thérapeute, en tant que passionné d'huile essentielle, mais ton histoire, d'où tu viens, tes racines, qu'est-ce qui t'a emmené à autant te passionner par les huiles essentielles, ça, c'est une nouveauté pour moi. Alors, je veux t'entendre. ouais, c'est une longue histoire, ça a commencé, je te dirais, ici, parce que c'est vrai qu'on est à La Réunion, on a la chance d'avoir un environnement qui est présent toute l'année, végétal, même si on a des saisons, mais on a quand même des plantes à cueillir toute l'année, sans exception. Et ça fait que ben, quand tu grandis ici, surtout moi dans les années 80, tu vois, on avait accès à des lieux sauvages autour de chez nous et les enfants étaient dehors et jouaient beaucoup. Et ça fait que ben, les parents, les grands-parents, les tontons, les amis te le disent toujours, attention à cette plante et ça tu peux le manger parce qu'il y avait beaucoup de fruits sauvages, beaucoup plus que maintenant à l'époque. Donc en fait, quand tu es réunionnais ou quand tu es ilien, j'ai envie de dire en océan Indien, tu apprends à connaître déjà tout petit un peu les plantes amères, les plantes acides, les plantes qui sont bonnes. Puis ça fait partie vraiment de notre culture. Après, il y a une culture de l'Inde du Sud qui est très 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 présente. Euh, ça fait que tu as un accès direct à toute cette spiritualité, j'ai envie de dire, qui vient du sud de l'Inde. Il y a des temples, les gens prient, il y a beaucoup, il y a une communauté hindoue et tamoule très présente. Et voilà, donc tout ça, tu vois, c'est un peu un tout dans lequel j'ai baigné. Ma maman, elle venait de Madagascar, de Maurice, mais de indo-pakistanaise, donc il y avait beaucoup d'influences qui étaient là. Je te dirais que ça a commencé là. Alors après, c'est une très longue histoire parce que j'ai quitté la maison assez tôt, vers mes 14 ans, pour être un peu sur les routes. Et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai pris connaissance que les extraits de plantes vraiment existaient parce que chez nous, et à la maison, tu les utilises comme quelque chose de tout à fait commun, quotidien dans l'alimentation, en fait. Mhm. Il n'y a Ah, pas c'est moi qui d'histoire. ai fait ça. Mhm. Ouais, Ouais. je pense, j'en reparlerai un peu plus tard parce que c'est important, ça devient une Oui. valeur. Les plantes médicinales ne sont pas qu'un remède, mais font partie de notre quotidien, de l'alimentation, de la culture, culture dans le sens agriculture, tu vois, et tout ça. Et puis c'est vrai qu'après, ben, on était sur les routes avec mon frère un peu en vie de bohème et à faire des spectacles de cirque un peu partout. Oui, c'est ça. T'as tout un. T'es musicien aussi, là. T'as beaucoup de talent. Ouais. Talent, je ne sais pas, mais ça m'a donné des cordes à mon arc pour pouvoir vivre de ce que j'aime faire, ce qui est Oui. assez luxueux aujourd'hui dans notre monde. Et puis, bah, tu vois, en voyage, c'était beaucoup plus pratique et beaucoup plus accessible d'avoir un 5 ml euh, de telle ou telle huile essentielle. Donc, ça a commencé en autodidacte totalement. Dans des voyages, que ce soit en Europe ou au Maroc ou des choses comme ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que tout au long de mes voyages, un peu comme ça, de bohème, j'ai toujours été connecté avec, et j'avais cette curiosité et ce souhait d'apprendre sur la cuisine. Et j'étais toujours avec les femmes, parce que c'est toujours les femmes qui sont en charge et qui ont ces secrets, ce sont des gardiennes. Donc j'étais beaucoup avec les madames, quoi, tu vois, au Maroc et tout ça, et qui des fois voulaient bien me montrer comment elles faisaient telle ou telle chose. Donc, ouais, j'ai commencé à voir les extraits à ce moment-là, c'était beaucoup plus pratique. Et puis ensuite, j'ai fait l'école des plantes de Lyon. J'ai fait mon aroma et ma phyto à l'école des plantes de Lyon. Mais ça a été une parenthèse, bon, même si c'est une parenthèse de quasiment 6 ans, mais je faisais d'autres choses, tu sais, c'est des programmes qui étaient déjà en ligne, un peu de présentiel. Euh, je peux pas dire que ces diplômes-là ont fait de la personne que je suis aujourd'hui. Hmm. Je pense que des rencontres comme justement toi, comme Annie Schneider, comme Michael, comme Michel Somrard, comme m'intéresser profondément à la vie de Jean Valnet ou de Maurice Mességuet, tu vois, ou de Ah euh, oui. ouais, ouais, de tous ces gens qui m'ont beaucoup touché, de Daniel Laberge évidemment.
Oui. tous ces gens qui m'ont juste passionné. Quand j'ai eu la chance d'en rencontrer et de manger avec eux ou d'être à leur côté pendant plusieurs années, comme Michael ou Annie ou toi, mais c'est sûr que c'est là où j'ai le plus appris, je pense, beaucoup plus que dans mes écoles, sincèrement. Mm. Même si j'ai appris de la technique, oui, j'ai appris bon, voilà, de la technique. Mais je me rends compte que ce qui m'a beaucoup appris, ce sont ces rencontres, d'être avec les gens. Et pas de prendre des cours avec eux, mais d'aller en forêt, de discuter, de Mm. manger et de voir un peu leur vision. Ça me fait penser quand dans les formations, Michael, il dit on se présente, puis merci d'être là, de venir recevoir, tu sais, d'accueillir l'information. Les gens, souvent, ils vont dire je m'en viens apprendre, prendre, tu sais, je veux prendre. Alors que quand on dit que quand on reçoit, on accueille l'information. Puis, c'est ce qui se passe dans toutes les rencontres, qu'on vit. C'est un partage, hein? C'est un partage entre nous à travers, la relation qui nous fait, beaucoup grandir. C'est Mmh. intéressant que tu dis ça. Je porte de plus en plus, plus je vieillis, plus je m'élève, plus je grandis, plus je porte attention au choix des mots. Et c'est vrai que Michael m'a beaucoup enseigné là-dessus. Il enseigne à tout le monde là-dessus. Fait beaucoup de jeux de mots, Apprendre. hein? Ouais, 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 mais c'est important parce que tu mets un pouvoir de l'intention. Et puis, donc voilà, ouais, c'est vrai que là aujourd'hui, c'est assez drôle. Peut-être que je coupe un peu court. Là, tu me dis si tu as d'autres questions par rapport à ça. Mais ce que j'ai le plus étudié dans mes études et dans mon parcours, ce sont vraiment les extraits de plantes par distillation, donc les produits de l'aromathérapie. Et j'ai envie de te dire que maintenant, ce sont ceux que j'utilise le moins. Et pourtant, je Mmh. suis dans des situations beaucoup plus dramatiques parfois, comme à Madagascar, un accouchement en brousse, une femme qui fait une hémorragie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme plante sous la main? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme remède? Euh, mais j'utilise les huiles essentielles maintenant avec une petite pharmacie d'une dizaine d'huiles essentielles et je les connais. Je sais ce qu'elles sont capables de faire. Je sais où je les achète, bien sûr, et où je les prends. Et c'est que dans des cas très spécifiques, tu vois. Ça fait pas Mmh. partie de mon quotidien, vraiment, les huiles essentielles. Les extraits à queue, les macérats, les teintures, les alcoolatures, les plantes fraîches. Ça, oui, ça fait Oui, partie. ça me rejoint beaucoup parce que je suis un peu collectionneuse. J'ai beaucoup d'huiles essentielles, tu sais, avec toutes, même celles que tu m'as offertes avant de quitter le Québec. Bien sûr, je les utilise beaucoup, mais je me rends compte un peu comme toi que finalement, ma petite trousse de 5 huiles là, dans mon sac à main est souvent bien suffisante, puis que la majorité, je les sens pour le plaisir, je les utilise pas tant que ça. Et dans mon quotidien, ce que j'utilise beaucoup, c'est aussi les teintures végétales, les tisanes, les infusions, les plantes fraîches, les plantes séchées, les macérations, comme tu dis. Ça fait davantage partie de mon quotidien que les huiles essentielles et souvent les gens pensent le contraire, qu'on est passionné d'aromathérapie comme si on en ingérait sans arrêt ou on s'en appliquerait sur le corps sans arrêt. Pour moi, c'est vraiment au besoin. Tu sais, tandis que les plantes, les teintures, c'est vraiment plus pour supporter mon énergie vitale dans des changements de saison, dans des périodes où j'ai besoin des plantes en particulier. Je vais être beaucoup plus poussée aussi avec je dirais pas mon passé, mais mes connaissances en herboristerie, à m'allier avec des plantes médicinales à tous les jours et d'utiliser les huiles essentielles vraiment pour des besoins très ciblés à un moment précis de la journée. Exactement, c'est ça. Et puis c'est particulier. Enfin, tu vois, là, je suis revenu, voilà, de mon malgache. Donc j'étais pas reparti à Madagascar. J'ai fait 15 ans au Québec et j'étais pas reparti à Madagascar depuis vraiment de nombreuses années. Et là, d'y retourner, en fait, j'y suis retourné toujours dans le cadre de mission. Moi, je sais pas trop ce que c'est que le tourisme et puis enfin voilà, j'ai jamais fait de tourisme dans ma vie. Et donc j'y allais en lien avec les plantes et donc de rencontrer pour moi des très grands, j'aime pas trop le mot praticien, mais voilà, des médecins traditionnels, on va dire, euh, de les rencontrer, de les approcher, de savoir ce qu'ils font, comme ils travaillent dans les hôpitaux, de savoir comment, depuis des générations, ils transmettent ce savoir. Et moi, d'arriver et d'être présenté souvent par les ONG ou les associations pour qui je travaillais comme un aromathérapeute, tu vois, j'arrivais avec cette étiquette et puis je voyais que ces gens-là, qui étaient souvent en village quand même, il me regardait un peu comme un scientifique ou un savant, et puis ça m'a pas du tout plu en fait. Je me suis pas senti, je me suis pas retrouvé, et j'ai réalisé que ben, pour Madagascar, qui est bientôt voilà un des principaux pays producteurs, voire le principal pays producteur de nombreuses huiles essentielles qu'on utilise ailleurs, ben ils les utilisent pas eux en fait.
eux, ce qu'ils utilisent, ce sont des extraits, des poudres, tu vois, toutes ces choses-là, parce qu'ils ont confiance dans la plante, et c'est drôle, mais ils n'ont pas trop confiance dans l'extrait de la distillation et tout ce processus très occidental qui est extraordinaire, parce qu'on a besoin de cette chimie, bien entendu, mais ça m'a fait réfléchir, tu vois, sur ces questionnements en tant que thérapeute et en tant que personne, quoi, sur cette terre. Et donc, je me rapproche vraiment en cultivant. J'ai la chance ici à La Réunion là, d'avoir un terrain avec beaucoup d'espèces. Ça me, ouais, ça me confirme, ça me conforte dans mes choix d'apprendre à connaître la plante avant tout. Avant tout, avant tout. Oui. Ben, c'est beaucoup plus pratique dans la tradition d'utiliser la plante qui pousse autour de nous, qu'elle soit sauvage, qu'elle soit cultivée. Euh, L'alambic n'est pas un outil disponible, ni des connaissances de distillation pour la majorité des gens. Puis c'est très récent dans l'histoire québécoise qu'est la distillation des plantes locales indigènes comme nos conifères. Donc, dans la tradition amérindienne autochtone, c'était la fumigation, ce sont les décoctions longues, ce sont les emplâtres, les cataplasmes. L'usage des huiles essentielles, c'est un peu plus européen, donc très récent dans notre culture. Donc, au Québec, dans la tradition, même les teintures végétales, l'apparition de l'alcool s'est fait beaucoup plus. C'est très européen aussi, là, mettre les plantes dans l'alcool. Au niveau amérindien, ça a toujours été les décoctions, les plantes dans l'alimentation, dans le quotidien qui soignaient les gens, là. Mais C'est ce qui est oui, accessible. mais oui, t'imagines, tu vas sur une terre Abénaki, tu rencontres des peuples ou des peuples des Premières Nations autres, et puis tu leur parles de soins avec les huiles essentielles. Enfin, voilà, c'est un autre monde. Ouais, ouais, Oui, c'est un autre ouais, monde. tout à fait. Donc, c'est une belle qualité d'allier les deux, de s'ouvrir à toutes les médecines complémentaires disponibles, mais d'apprendre en premier lieu à utiliser nos mauvaises herbes, là, nos adventices, celles qui sont là. Si les gens récoltaient davantage leur pissenlit, la prêle, la bardane, le framboisier, l'ortie, donc celles qui sont là, accessibles, qui sont considérées comme des adventices, probablement, déjà en partant, on aurait beaucoup moins de problèmes de santé en Amérique du Nord, au Québec. Et par la suite, c'est très précis au niveau de l'usage des huiles essentielles pour des applications ciblées, là. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, ça va un peu à l'envers quelque part. Je pense que toute cette approche et c'est pour ça que j'apprécie énormément ton travail, parce que quand je vois ce que tu fais, j'ai bien conscience que ce contact avec la plante et que les personnes autour de toi et aussi ce contact avec la plante avant tout, il est important. Et c'est comme si ça t'apporte une bien meilleure compréhension de la chimie et des huiles essentielles. C'est logique en fait. Ensuite, tu vois plus une huile de la même façon, quoi. Mais je pense que l'Occident, à la quête désespérée d'un remède, c'est un peu perdu là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, je vois, je cite l'école Baudou, par exemple, à Paris, qui est quand même une grosse école hein, aujourd'hui en aromathérapie. Enfin voilà, elle est réputée et tout. Et ben, tu as des gens qui sortent de là et qui savent pas reconnaître une plante dans la nature. Et je me dis, mais il y a quand même un réel problème. Ils Il y vont a- il y nommer a- les composés aromatiques, les molécules, la biochimie, mais sans pouvoir identifier la plante. C'est ce qu'on va voir au Québec dans certaines formations de phytothérapie, où est-ce que les gens apprennent à recommander des capsules, des tisanes, de plantes très standards, que ce soit de la prêle, mais qui n'ont jamais vu une prêle dans un boisé, puis ils ne pourraient pas faire la différence entre la prêle des champs et la prêle des marais. Donc, on a aussi un peu la même chose dans certaines écoles. Mais quand on nomme l'herboristerie, c'est qu'on revient à la terre. Hmm. L'herboristerie, c'est l'étude de la plante dans son environnement, c'est l'étude de sa cueillette, soit sauvage ou de la faire pousser, de sa transformation. Donc, c'est du début à la fin. Et c'est les connaissances des herboristes, de reconnaître, cueillir adéquatement, transformer la plante médicinale et l'utiliser pour ses vertus soit alimentaires, thérapeutiques. Oui, eh oui, tellement. Juste de te voir là et de parler, j'ai des images de marche en forêt avec Annie qui m'ont tellement et vraiment bouleversé, enfin, tu vois, parce qu'il y a eu des clés de compréhension qu'elle partage, quoi, qui sont tellement excellentes. Et c'est drôle parce que un Lumbias, c'est un tradipraticien à Madagascar ou un Tangalamen, ce sont les tradipraticiens là-bas. J'en connais un que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Saboots. Il est né un vendredi, donc il s'appelle Vendredi, Le Saboots.
Et quand j'étais en forêt avec lui, ben, j'ai vu Annie, tu vois. Hmm. En Colombie, pareil, quand j'ai rencontré des praticiens, ben, je voyais Annie en forêt parce qu'en fait, ça va au-delà des frontières, ce respect de la terre et de cueillir, et tu sais, et d'enlever tes traces après, comme Annie a fait quand tu as cueilli une plante et elle cache qu'elle est passée par là. Et ouais, ouais, c'est chouette de pouvoir discuter de ça. Ouais. Hmm. Annie Schneider, hein, que je vais sous peu demander aussi d'enregistrer un podcast avec elle pour le bonheur et le plaisir de l'entendre parler de toutes ses passions. Alors, Zilien, tu viens d'écrire un livre. Parle-moi de ce livre, je ne l'ai pas encore sous la main. Il est vraiment chaud, hein, comme on dit. Il vient juste d'être imprimé, tout frais sorti. On va sûrement l'avoir sous peu au Québec. Est-ce que c'est un livre exclusivement d'aromathérapie? Est-ce qu'on parle de plantes médicinales? Parle-nous un petit peu. Quelle est ton approche? Quel était ton souhait de nous transmettre? Qu'est-ce que tu veux nous transmettre comme information dans ce livre? Ouais, quelle bonne question. Alors au départ, j'ai eu de la pression parce que c'est Larousse qui m'a contacté, tu vois, grosse maison d'édition. Et puis j'ai jamais écrit de livre. Par le fait d'être artiste, je suis à l'aise devant un public, j'aime faire des conférences, j'aime parler, ça va. Mais écrire un livre, c'est différent parce que ça reste. Et puis écrire un livre pour Larousse, c'est encore différent parce que c'est pas moi qui vais le vendre, mais ce sont eux. Donc c'était beaucoup de pression. Au départ, je voulais faire un livre pointilleux, scientifique. Euh, où mes collègues allaient lire ça, allaient se dire waouh, waouh, beaucoup d'informations, tu vois. Et puis ça a duré 1 an et demi l'écriture, et finalement, je suis parti complètement sur autre chose parce qu'ils m'ont donné un champ d'action assez libre et un champ de création assez libre. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc plutôt que de faire comme tous ces livres où on a des fiches plantes, ce qui est Oui. bien, bien les fiches plantes, mais alors là, c'est pas du tout le cas. J'ai peut-être une dizaine de plantes, d'études de plantes très sommaire. De quoi les reconnaître, de quoi les cultiver, de quoi en faire une utilisation. Et leur histoire. L'ethnobotanique me passionne de plus en plus, donc comprendre, j'aime bien dire le nom populaire plutôt que le nom vernaculaire, parce que finalement, populaire qui porte l'histoire du peuple. Et c'est vrai que les Hmm. noms populaires, les noms vernaculaires, portent énormément d'histoire et t'expliquent parfois même pourquoi la plante était utilisée traditionnellement, et elle cache beaucoup d'histoire, et j'aime beaucoup. Après, il y a très peu d'huiles essentielles, mais vraiment quelques-unes. Euh, il y a beaucoup de réflexions sur la nature, sur notre vision de la santé, sur notre vision de la maladie, sur notre approche de la gestion du stress. Hmm. Euh, Beaucoup, beaucoup. Et surtout, encore une fois, en ethnobotanie, comme j'ai la chance par rapport à un projet sur l'océan Indien, les plantes oubliées, les plantes médicinales, les médecines traditionnelles, ben, d'être en contact avec des médecins du Kerala, de Madagascar et d'autres pays. Ce qui est important pour moi, c'est de vraiment partager quelque part une façon d'approcher les maladies et le corps commune, et qui je pense, est vraiment mondiale. Les médecines traditionnelles sur les 5 continents se ressemblent beaucoup. Et alors, je n'ai jamais étudié l'Ayurveda spécifiquement, mais qu'on le veuille ou non, ces approches ancestrales, elles reviennent à chaque fois vers l'approche de l'Inde du Sud, qui a plus de 4 000 ans, enfin, tu vois. Euh, donc, par le simple fait qu'elle ait plus de 4 000 ans, et que nous, en Europe, par exemple, ou au Québec, c'est encore plus jeune, mais pas pour les peuples des Premières Nations, bien entendu, mais pour les choses plus officielles, on va dire, françaises de France. Le premier codex médical, je veux dire, il date de la fin du 19e siècle. Enfin, tu imagines, C'est très 1835, si récent. je ne me trompe pas. Oh, c'est très récent. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Hmm. ça, c'est ça. Donc voilà, je parle de plein de choses dedans, tu vois, de plein de Oui, choses, tu nous le évidemment. montres, que je puisse apprécier la belle page couverture. Donc, pouvoir et sagesse des plantes. Oui, bon, Oui, ça, c'est pas moi des qui ai choisi le belles, titre, c'est comme des herbiers là, sur le dessus, là, avec des ouais, belles images. Donc, de ouais. l'histoire, c'est de la lecture, là. Oui, oui, c'est de la lecture. Tu sais, hein, tu le sais bien, l'identification pour moi est importante. Il y a tellement d'erreurs sur Internet et tout ça, que j'essaye aussi de donner des clés d'identification pour ne pas confondre les espèces, et ne pas se tromper.
Alors, est-ce que tu es allé vers, des huiles essentielles? Parce que tu as dit que tu en parlais quand même un peu, d'huiles essentielles qui sont populaires, accessibles à tous, ou est-ce que tu nous fais découvrir, des exclusivités du terroir, de l'île de la Réunion? Où ça se situe? Dans à quoi on peut s'attendre comme plante à découvrir? Ouais, c'est une bonne réflexion. Alors au niveau des plantes, avant de parler des huiles essentielles, tu as des plantes comme le gingembre officinal que tout le monde connaît. Tu as des plantes comme des artémisia que tout le monde connaît. Et tu as du Bacopa monnieri, de la ashwagandha, tu as des plantes un peu plus spécifiques ou de la clitoria. Mais ça reste. En fait, le but, c'est que monsieur, madame, tout le monde puisse le comprendre et l'assimiler. À un moment donné, ils m'ont dit, est-ce que tu veux le vendre sur Amazon? Et moi, en grand militant, j'ai dit, non, jamais, je refuse. Et puis mon père m'a fait réfléchir et il m'a dit, mais attends, tu imagines s'il y a quelqu'un qui est dans une petite cité au milieu de je sais pas quelle capitale et qui veut se l'acheter, qui n'a pas accès à autre chose, eh ben donne-lui accès. Et en fait, j'ai envie de, c'est pas vraiment vulgariser le terme, mais de m'adresser aux gens, enfin, tu vois, d'arrêter d'employer tous ces termes compliqués où les gens te regardent ils te mettent sur un piédestal et waouh, cette personne a du savoir et tout ça. Mais ils Ça me, comprennent pas ce qu'on dit, tu sais? C'est comme si ça nous donnait de la valeur, hein? Tu as vu cette plante lithotritique, dissolvante, diurétique, là, donc si on peut juste revenir à des termes très, très simples, très accessibles pour parler à nos gens, puis je pense que c'est les gens, c'est ce qu'ils apprécient, c'est d'avoir une vulgarisation au niveau de l'information et sentir qu'ils comprennent parce que ça peut être simple. C'est possible d'utiliser simplement et efficacement les huiles essentielles sans connaître le nom des molécules biochimiques, mais seulement avoir une base, puis de dire, OK, je suis sécuritaire et c'est possible d'utiliser les plantes médicinales sans être herboriste, sans avoir tant de connaissances, mais juste avoir un message qui est juste, une information qui est simple, qui est accessible. Et c'est ça qui touche les gens. C'est ce que les gens veulent finalement. Donc, on a besoin d'auteurs, on a besoin de conférenciers, d'animateurs qui rejoignent les gens. Puis les gens se disent, bon, ben c'est simple, finalement, je sais comment le cueillir, mon pissenlit, au printemps, l'automne, la racine, je la broche, je la coupe en morceaux. Tu sais, ça peut être simple et c'est ça qu'on veut. ouais, je suis d'accord. C'est vraiment très important. Et puis, cette transmission de savoir, tu vois, elle est vitale. En fait, c'est pas quelque chose. Traditionnellement, tu sais, à La Réunion, on avait on avait des guérisseurs, qui guérissaient chacun. Ils étaient spécialistes dans une guérison. Le OK. furoncle, très présent sous les tropiques, ben, il y avait Madame Intel qui tenait une boutique et elle était spécialiste de la guérison du furoncle. Il y en a d'autres, c'était forcément les mauvais sorts et les esprits. Donc eux, ils utilisaient plus euh, des mouvements, des passes, des rituels qui viennent un peu de plus loin. Il y en avait d'autres, c'était le foie. Il y en avait d'autres, tu vois. Et comment te dire, avec le temps, c'est quelque chose ouais, qui doit rester accessible quoi, à la population parce qu'en fait, il n'y avait pas de lien avec l'argent. Ça, on l'oublie souvent. Alors, je suis pas en train de dire, toi et moi, on vit de ce qu'on fait, donc on doit gagner de l'argent. Mais dans l'approche, moi, quand je prépare un remède, je ne demande pas d'argent. En échange, c'est un choix que j'ai fait. Je ne vends pas de plantes. J'ai 300 espèces de plantes médicinales rares et endémiques ici sur mon terrain. Et les gens me disent souvent, ah, combien tu vends les graines, les plantes. Je dis non, ça je vous le donne en fait parce que je veux pas avoir de rapport avec l'argent avec ça. Et puis si je veux commencer à payer mon loyer, vivre, pouvoir voyager en vendant un plant 8 dollars, 10 dollars, ben, il faut que j'en vende combien? Enfin tu vois, je m'en sortirai Oui. pas. Donc j'ai décidé d'enlever le rapport avec l'argent, avec la culture de plantes par exemple et mon travail en tant que pépiniériste ou je sais pas comment on appelle ça. Euh, donc, ouais, rendre accessible au peuple, c'est tellement Hmm. important, tellement Mais important. c'est Parce une que toi, façon aussi pour les gens qui t'entourent à l'île de la Réunion qui n'ont peut-être qui ont peut-être une perte de connaissance. Est-ce qu'il y a eu, comme au Québec, une coupure au niveau d'une génération? Tu l'observes un peu aussi. Donc, des fois, ils n'ont plus accès à ces plantes-là.
Ces plantes-là ne poussent plus chez eux. Il y a une perte au niveau du savoir, mais je ne sais même plus comment l'utiliser, quand la récolter, combien une petite poignée, une grosse poignée, hein. On ne travaille pas en grammes nécessairement, on travaille avec la pincée pour être capable de faire nos infusions et tout ça. Donc, de fait de l'offrir aux gens, c'est de permettre aux habitants de l'île de la Réunion de se réapproprier ce savoir-là et d'y avoir accès. Absolument, absolument. Alors à Madagascar, c'est pareil. Euh, Jusqu'à présent, le seul pays où j'arrive à me dire, ok, c'est très différent, c'est l'Inde. Parce que tu vois, les médecins sont tellement euh, formés et tellement, ils vont tellement loin là-dedans. Ils travaillent tellement avec les hôpitaux aussi, parce qu'en fait, un médecin, même au fond du Kerala, est relié constamment à un centre de santé ou à un hôpital, puisqu'il est médecin. Il n'est pas praticien, il est médecin, c'est son Mhm. travail. L'approche est très différente, mais c'est vrai que sinon, il y a une perte, et je te dirais qu'on est plus loin que la perte, et je pense qu'au Québec, toi, tu peux le voir aussi. Je l'ai vu en partant il y a 5 ans maintenant du Québec. Le risque dans la vulgarisation, c'est aussi qu'il y ait de l'abus et du tout et du n'importe quoi, surtout avec les réseaux sociaux. En fait, tu te rends compte que maintenant, quelqu'un sort d'une école, il n'a aucune expérience de terrain, mais il a un diplôme, il a appris dans des livres et dans des cours, et ça y est, il soit une légende, tu vois. Ou alors des gens, des cueilleurs qui sortent d'écoles d'herboristerie au Québec, qui vont en forêt, qui saccagent les grosses communautés de chaga ou de reishi, et tu vois, sans aucune notion de protection de ces Mm. espèces, et puis d'où elles viennent, et puis de penser au peuple des Premières Nations, parce que c'est quand même ça, enfin au Québec, quand tu es en nature, tu es toujours sur une terre des Premières Nations, et c'est un fait, on ne peut pas le nier, et on Mm. oublie le sacré peut-être, oui, le sacré peut-être dans tout ça. Oui, tout à fait. Puis je dirais même, tu dis, ils sortent d'une formation, mais des fois, ils sortent d'un cours de quelques heures et d'une journée. Et là, ça y est, sur Internet, il y a une facilité à donner des recommandations. Donc, il faut faire attention. Puis, garder, tu le mentionnes très bien, cet espace sacré quand on cueille en nature, puis qu'on rencontre des raichis de la pruche qui poussent facilement au Québec, ben on les prend pas tous, hein. Il faut en laisser parce qu'il y a d'autres personnes après nous qui peut-être vont passer et qui aimeraient en profiter et il faut en laisser aussi à la nature. Il faut en laisser pour que les champignons fassent leur sport, qu'ils puissent revenir l'année prochaine et pouvoir s'offrir à nouveau, puis qu'on puisse garder une pérennité dans nos récoltes et penser pas juste à nous, penser aux autres et penser à la nature également. Et ça se développe avec le temps, souvent. J'ai l'impression au début, j'ai vécu ça dans mes cours. Les gens, je les amenais près de la rivière, dans un bel endroit. Puis, est-ce que je peux venir cueillir ici? Est-ce que je peux venir prendre le millepertuis? Est-ce que. Puis là, je me disais, ah, c'est comme mon spot, tu sais. Mais en même temps, je me disais, bon, moi, j'en ai beaucoup chez moi. C'est pas juste à moi. Alors, j'entendais ce besoin de venir prendre, tu sais. Alors, je disais, ben c'est public, tout le monde peut venir, l'important, c'est d'en laisser aux autres. Mais j'ai dit, mais chez toi, d'où tu viens? Est-ce qu'il y a des prairies aussi? Est-ce qu'il y a des endroits? Ah oui, je fais 1 heure de route pour venir ici. Regarde autour de chez toi aussi, fouille un peu. Donc, oh, il faut partager ces richesses, il faut les partager. Et pour ça, moi, ce que je ramène aux gens, c'est cueillons ce que nous avons besoin pour nous, notre famille, pour l'année à venir. Et non 3, 4 ans. Ça donne quoi de faire 1 litre de pot de teinture végétale quand ça va nous durer 5 ans, mais que la plante revient à chaque année? Même chose pour le séchage, d'avoir des gros sacs, puis finalement de se rendre compte après que c'est beaucoup trop amer, puis qu'on l'aime pas, puis qu'on n'en boit pas, puis qu'on en a beaucoup trop cueilli. Donc, quand c'est la première fois qu'on veut découvrir une plante, c'est des petites quantités pour nos besoins personnels et non pour faire des réserves, comme de dire j'ai peur d'en manquer, je vais en prendre. Et je vois ça très au début, quand les gens commencent à apprendre, là, et par la suite, ils se rendent compte que finalement, ils n'utilisent pas tout ce qu'ils cueillent, puis qu'ils n'en ont pas besoin tant que ça, puis qu'il peut y avoir une sagesse qui se développe avec le temps à travers la cueillette. Absolument. Après, on n'est plus dans, on n'est plus dans le détail étonnamment. Tu parlais de collection tout à l'heure. Moi, c'est pareil, je suis un collectionneur d'essence aromatique, j'adore. Mais, mais comment dire? Moi, les huiles essentielles que j'utilise le plus, c'est vraiment à chaque fois les gens me disent, mais toi, c'est juste du niaouli et du ravinsa.
Je dis, ben oui, je vis plus au Québec déjà, donc j'ai plus de conifères. Parce que sinon, il y aurait du sapin baumier, du sapin baumier, puis du thuya, mais j'en ai plus, quoi. Donc c'est sûr que oui, Ravune Sarniaoli, mais tu sais, d'apprendre à les connaître et d'apprendre à leurs puissants principes actifs qui sont tellement négligés parce qu'on est toujours dans la soif de connaître plus. La science occidentale est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que tu es sur un arbre, tu as 10 branches, et bien on va passer toute notre vie sur une branche à la décortiquer, mais vraiment dans tous les sens du terme. Et à un moment donné, tu lèves la tête juste avant de partir et tu te dis, ah mince, il y avait 9 autres branches que j'ai jamais vues, elles étaient devant moi. Ça me fait penser un peu à la médecine allopathique avec les spécialisations, là. Ah, c'est ça, mais c'est vrai. Et puis tu vois, quand tu rentres dans le détail, mettons que là, les personnes que toi tu vois dans tes cours ou des choses comme ça, tu leur dis, ah, vous avez une prairie chez vous. Oui, ah ok. Ah, j'ai vu un sapin baumier, ben, je vais pouvoir apprendre à cueillir les bourgeons. 1 sur 3 pour laisser l'arbre en vie et juste le tailler, le stimuler et pas le blesser. Mais une fois que tu étudies, en fait, l'herboristerie pour moi c'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai voulu faire ma validation d'acquis au Québec, et je leur ai dit, mais vous savez, ça fait pas longtemps que je suis au Québec. Je pense, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'en avais parlé avec toi, tu m'avais très bien conseillé. Et il m'avait dit, mais tu peux tout à fait passer ta validation d'acquis avec des plantes que tu connais toi, puisque l'herboriste soigne avec ses herbes à lui, celles qu'il connaît, quelque Ben part, oui. peu importe. Et ça, ça m'avait plu. Je pense notamment, tu vois, là, on parlait d'extrait de teinture, ou même d'infusion, de macération à froid et tout ça. Mais ce monde-là, il est infini. J'aurais presque envie de dire, même Christophe Bernard en parle très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que je l'aime, ce monsieur. Moi Euh, aussi. Vous êtes curieux, curieuse, son site internet alteaprovence.com. Christophe Bernard, un herboriste. Lui, il se dit herbaliste, hein, le terme européen est différent. Donc, en France, très, très intéressant. ouais, mettons que sur allez, appelons ça une infusion de romarin, mais c'est infini parce que, tu vois, à vouloir avoir si soif de connaissances et de tout le temps vouloir être dans la science, on oublie de regarder qu'en fait, cette infusion de romarin, différents temps d'infusion et différents temps de macération, mais elle est active et utile pour différentes choses, en fait. Et tu vois le côté tannique, brique de cette macération un peu plus longue, amère. Les gens ont peur de l'amertume, donc on aime bien la petite tisane de romarin bien verte, jaune, agréable. Mais en fait, voilà, tout ça, c'est un univers que, je sais pas, je le trouve infini et tellement passionnant, tellement, tellement passionnant. Hmm. Oui, ça me fait penser quand j'ai fait mon adhésion aussi à l'aile professionnelle de la guide des herboristes pour devenir herboriste thérapeute accrédité. C'était vers 2007-2008. Puis, moi, j'ai un parcours un peu atypique aussi. Donc, je suis très autodidacte. Donc, il fallait que je présente plus un portrait de mon parcours avec un herbier avec lequel je travaillais. Puis, je me rends compte qu'à ce moment-là, j'avais présenté quoi? 20, 25 plantes, tu sais, la calendule, l'ortie, la bardane, le pissenlit. Et c'était les plantes de base avec lesquelles je travaillais et que je proposais à mes clients et ça fonctionnait. Et là, maintenant, il y a un monde avec les adaptogènes, il y a un monde avec les champignons thérapeutiques, il y a les antiparasitaires. J'ai une pharmacopée médicinale incroyable, mais pourtant, je serais prise à revenir avec les mêmes 25 de base, puis je me dis, ben ça marchait. Juste avoir une petite pharmacopée, mais bien les connaître, bien les utiliser dans toute leur diversité médicinale. Bien, mes clients avaient des résultats. Donc, ça, des fois, les gens disent, ah oui, mais là, tu en sais tellement. Mais j'ai pas besoin de tout savoir ça. Je suis curieuse de nature. Mais vous pourriez seulement mettre votre énergie à découvrir une plante ou deux dans toute sa polyvalence et vous mettre surtout à l'explorer. Il faut essayer la plante. Il faut arrêter de juste être dans les livres et dire elle fait ci, elle fait ça. Il faut l'essayer. Il faut l'essayer en la faisant infuser, en la faisant infuser plus longtemps, en la faisant bouillir, en la faisant concentrer. Il faut l'essayer, l'explorer et là, on la vit et là, on peut en parler. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, cette plante? Et c'est ça qu'il faut amener les gens à faire. Dire oui, laquelle te parle, laquelle tu veux découvrir, eh bien, essaie-la à fond. Vas-y pendant un mois de toutes les façons. Vis avec le pissenlit, vis avec la bardane, découvre-la et tu vas être ensuite capable d'en parler.
et de témoigner de ce qu'elle t'a fait. Mais on n'a pas besoin d'avoir une pharmacopée de 100 ou 200 plantes. Non, ça résonne tellement tout ce que tu dis là. Euh, Tu sais, c'est comme quand quelqu'un a une gastro, par exemple, et puis toi, tu as ce remède que tu connais depuis 10 ans, que tu n'as pas appris à l'école, tu l'as mis en pratique, tu l'as utilisé, des gens l'ont essayé, ça a fonctionné. Et puis, sûrement avec les réseaux et la popularisation de tout ça, tu as toujours quelqu'un, et même beaucoup de quelqu'un, qui vont te dire, oui, mais tu connais cette plante aussi pour la gastro, c'est bien, ou alors, oui, mais ça aussi, ça marche. Et dit, à un moment, moi, je perds patience, presque maintenant, j'ai envie de leur dire, oui, mais moi, je t'ai dit ce qui marche, ce que je sais, c'est ça. Si tu veux aller voir ailleurs, libre à toi. Moi, je te dis pas. En fait, Jean Valnet en parlait tellement bien. Dans ses livres de base, tu sais, l'aromathérapie, la phytothérapie et se soigner par les légumes, les céréales et les plantes. De base, des livres de poche accessibles. Il y a beaucoup d'erreurs dedans, mais il y a beaucoup de belles choses. Et il présentait toujours chaque étude de plante avec une liste dans l'ordre croissant un petit peu de leurs propriétés actives. Par exemple, la marjolaine à coquille, on va dire, qui est un origan, donc qui a des propriétés antibactériennes puissantes, mais qui est aussi très intéressante comme sédative et narcotive pour le système nerveux. Et ainsi de suite, en fait, quoi. Chaque plante a des propriétés actives vastes. Donc, le fait d'argumenter encore des tables rondes entre chercheurs, savants, pourquoi pas. Mais quand tu t'adresses à un public, à des consultants ou des personnes malades, je me dis, il faut se concentrer sur l'expérience de terrain et arrêter d'utiliser Google pour chercher des remèdes parce que c'est tellement. Ça nous emmène dans des sphères vraiment compliquées. On s'y perd, Oui, quoi. ah oui, tout à fait. Puis par chez toi, Zilien, tu nous as parlé du niaouli, du ravinsara, des huiles essentielles que même au Québec, grâce à l'importation, on utilise, on promouvoit beaucoup leur usage, qui sont relativement assez accessibles. Il y a tout un j'ai entendu aussi récemment comment est-ce que certains producteurs, doivent vendre à très bas prix ces huiles essentielles-là et qui ont de la misère à en vivre et à faire vivre leur famille parce que l'industrie leur impose un bas prix. Et ça, je trouve ça d'une tristesse incroyable parce que nous, on va faire des produits québécois, on va les vendre à un certain prix en se disant ça vaut ça, c'est notre travail, notre main-d'œuvre, c'est local, etc. Et là, on fait venir des huiles essentielles qui ont des qualités extraordinaires, mais qui n'arrivent pas à faire vivre les producteurs qui se sentent les mains liées à certaines grosses entreprises de vendre leur kilo d'huile essentielle à un prix complètement dérisoire pour toute leur main-d'œuvre et leur travail. Peut-être tu peux nous en glisser un petit mot. Est-ce que c'est une réalité du Madagascar, de l'île de la Réunion? Oui, oui, parlons de Madagascar et de la Réunion après. C'est particulier pour la Réunion, mais c'est un combat que je mènerai jusqu'à la fin de ma vie. C'est pour l'équité, en fait, des peuples. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, si tu achètes en gros un kilo de Ravinsar directement à un producteur, je sais pas, t'es en vacances à Madagascar, tu te dis, oh tiens, je vais en profiter. Ou tu Un kilo commandes, dans ma valise. ou tu as un laboratoire ou une petite boutique bio et tu décides de te fournir avec quand même à la base une volonté qui est tout à fait saine. Tu vois, tu veux vendre un produit directement du producteur. Mais le problème, c'est qu'on est rendu loin aujourd'hui. Tu vas le payer environ 30 dollars le kilo. Tu imagines? Donc tu vois où je m'en viens en fait. Le souci derrière, c'est que si tu vends au détail ce kilo que tu as payé 30 dollars et que tu vends en 10 ml 8 dollars, 9 dollars, 10 dollars, eh ben tu fais un bénéfice monstrueux. Et si même tu le vends au kilo, il est vendu 250 dollars, 200 dollars le kilo. Donc en fait, Hum, dans tous les cas, tu restes, malgré ta bonne volonté, quelqu'un qui abuse d'un producteur. Donc je me dis, le souci, c'est qu'on le s'en rend bien compte. En 2023, les chiffres au niveau des huiles essentielles, surtout pour Madagascar et même l'Inde, on est à plus de 5 milliards de dollars américains quand même de rentrées, de chiffre d'affaires, d'aller-retour, de business. C'est énorme. Par contre, ça ne cesse d'augmenter chaque année et les producteurs, leur niveau de vie ne cesse de chuter avec la mondialisation et la vie qui augmente au niveau du coût et tout ça. Donc je me dis, il y a un réel souci. Donc pourquoi, toi tu parlais tout à l'heure de l'industrie qui impose un prix, on dit souvent ça. J'ai pu en parler avec quelques personnes que tu connais bien aussi, qu'on ne va pas nommer nécessairement, c'est pas nécessaire, on n'est pas là pour dénoncer. Mais des gens très éthiques avec à la pointe de la recherche aujourd'hui au niveau des huiles essentielles, certainement en haut de l'échelle même.
Et en fait, ils te répondent ça quand tu leur dis oui, mais attends, au lieu de payer ton kilo, ou au lieu de payer les producteurs 30 $, eh bien pourquoi tu ne doubles pas et tu fais pas augmenter le niveau de vie? C'est ton libre choix en tant qu'acheteur. Hmm. Tu peux choisir quand tu arrives de dire, eh ben non, le prix c'est 60, eh ben moi c'est 30, eh ben moi j'ai décidé de te payer 60 et c'est mon choix. Et à partir de maintenant, on va te payer. C'est pas aussi simple que ça dans la réalité, mais tu vois ce que je Oui. veux dire? En fait, nous-mêmes, en tant qu'acheteurs et consommateurs, du coup, à l'autre côté de l'échelle, faire le choix de faire vivre ces producteurs en payant plus cher. Parce que dans tous les cas, tu fais du bénéfice dessus. Hmm. Donc, ouais. Oui, Pour Madagascar, heureusement, il existe quelques producteurs exceptionnels. J'ai eu le plaisir de rencontrer Michel Sommerard qui a sa propre ferme au Madagascar et qui fait vivre des familles puis qui s'assure que son prix, malgré le coût bas de ses produits, qui puisse quand même assurer de faire vivre les familles. Il a construit diverses écoles, donc écoles primaires, lycées, etc. Donc, il investit une partie de ses retombées, de ses profits dans la population. Ça, je bien trouve ça sûr. exceptionnel. Oui, oui, je trouve ça exceptionnel. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi et qu'on fait des choses ensemble. Mais tu vois, il y a plusieurs labos, encore une fois qu'on va pas nommer, mais qui ont des châteaux à Madagascar. Réellement, hein, ils ont des maisons secondaires et quand ils viennent à Mada, ils habitent dans un palace. Michel n'a pas de château à Madagascar. Mais ça, déjà, c'est un point qui est important. Donc, à Madagascar, le peuple se fait voler. Ça, c'est un fait réel, tu vois. Et du coup, ben, l'huile essentielle représente le vasa, donc l'étranger, comme on dit, qui vit. C'est de l'argent pour eux, les huiles essentielles. Donc là, on essaie de sensibiliser, d'ailleurs, dans notre travail, là, chez les producteurs, plutôt que de jeter les hydrolats, vu qu'il y a beaucoup de Hmm. problématiques on appelle ça des puces africaines qui rentrent dans les pieds des enfants, beaucoup de problèmes de parasites intestinaux, de staphylocoques, beaucoup, 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 très présents, de gales et de teignes au niveau du cuir chevelu chez les enfants. Donc on essaie de sensibiliser l'utilisation pour les familles de ces litres et de ces litres d'hydrolat qu'ils ne consomment pas toujours. Se laver les Hmm. mains, se faire des bains de bouche et tout ça, ça commence à être intéressant. Mais voilà, ça donne pas une bonne image, tu vois, tout ça de l'aromathérapie dans ces pays producteurs. Pour ce qui est de la Réunion, en fait, malheureusement, la mondialisation, ici, la Réunion, c'est un pays d'euros, la monnaie est l'euro. Donc, on n'a pas pu faire concurrence, entre guillemets, c'est même pas de la concurrence, mais on n'a pas pu continuer à vendre nos huiles essentielles à l'étranger parce que déjà, on a un tout petit territoire. Et la production, des fois, on nous demande ne serait-ce que quelqu'un qui te demande un 20 kilos de vétiver, on ne peut pas, c'est impossible. Et Madagascar, faut pas oublier que l'ariari ou le franc malgache, c'est la monnaie la plus pauvre au monde. La monnaie la plus pauvre au monde. Donc, ça avantage un peu tout le monde quelque part. Au niveau de la vente, forcément, tu vas acheter là. Hmm. Mais comme tu dis, bon, il y a des gens qui font un travail exceptionnel et qui se basent sur la qualité. Mais voilà, la Réunion produit à petite échelle, quoi. Des petites. Hmm. Puis comment le consommateur qui nous écoute là, peut s'y retrouver puis faire des choix éthiques? Parce que là, on se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Là? J'en consomme plus. Ben là, je veux dire, c'est le fait que qu'on en consomme aussi qui ont un minimum de revenus parce qu'ils ont des terres en production, ils distillent. Donc, comment on s'y retrouve, nous, en tant que producteurs, à l'autre bout de l'échelle? C'est super compliqué parce que quand tu sais que doTERRA, par exemple, vendent sur leur site qu'ils vendent des produits purs et thérapeutiques à usage interne, moi je m'arrache tous mes cheveux. On se roule toujours la langue cette fois, hein, quand les gens nous en parlent. Mais ça existe encore en 2025, tu vois, et je pense qu'ils ont des bons avocats pour se défendre. Mais le souci, c'est que le consommateur est totalement perdu. Et en fait, encore une fois, je pense qu'il est important, grâce aux réseaux sociaux qui peuvent être des très bons outils, de se baser sur l'expérience de terrain. Et comme quand on parle de Jean Valnet, de Mességuet, de Daniel Laberge, de Annie Schneider, de toi aussi, de Michael, de Tisserand, qu'on l'aime ou pas, peu importe, et d'autres, tu vois, ce sont des noms, ce sont des références, ils ont de l'expérience de plus de... Tu me parlais tout à l'heure de 2006 ou 2007, ton herboris, enfin ta validation, je veux dire, ça fait bientôt 20 ans, tu vois, tu as cette Oui, ben en expérience. fait, j'ai commencé, j'ai fait l'herbotech, une partie des études en 2001.
C'est ça, J'ai comme ça fait toujours vraiment été la là-dedans, différence. là. Je me sens baignée, imprégnée, que ce soit les herbes ou les huiles essentielles. Ouais, donc je pense que le consommateur peut poser les bonnes questions. Et puis tu sais, moi ce que j'aime beaucoup faire, et je l'ai fait pour beaucoup de gens et je continue de le faire, sur une bouteille d'huile essentielle ou d'un hydrolat, tu as un numéro de lot et tu as un nom de compagnie ou de laboratoire. Tu téléphones, tu regardes sur Google, laboratoire, tu Mm. téléphones, bonjour, j'ai une bouteille dans la main, voici le numéro de lot. Vous pouvez m'en dire plus? Si tu vois que ça commence un peu à eh ben, tu sais que tu peux pas avoir confiance. Quand tu appelles des gens comme que ce soit Hervé Tradition pour l'Europe, que ce soit Michel Sommerard, que ce soit euh, d'autres, même au niveau d'Astéral, il y a un très beau travail qui est fait, malgré tout, c'est important de les nommer. Tu as une transparence, tu as une traçabilité qui est irréprochable. Et là, Mm. déjà, donc, tu peux te dire, OK, j'ai confiance. Et avancer comme ça, petit à petit. En fait, c'est un peu comme quand tu fais ton épicerie. Je me souviens au Québec, j'allais pas faire mon épicerie dans la même épicerie pour tout. Tu peux pas. Mm. Et j'allais faire mon épicerie dans plein d'endroits parce que je savais qu'il y avait des bons produits là, un producteur là, et tu vois, mes légumineuses, je les achetais là parce que voilà, tu développes un sens critique, un choix Mais il faut le faire, on nous a trop mâché, on nous mâche trop tout ça, on oublie de devenir critique et de développer. J'espère que les enfants vont l'avoir ça, que la prochaine génération vont l'avoir. Oui, qui n'iront pas sur l'intelligence artificielle pour avoir développé leur argument critique. Oh mon Dieu, sur ChatGPT, oh mon Dieu. J'ai eu quelqu'un l'autre jour que mon conjoint jasait, puis il disait pourquoi Véronique, elle a pas juste utilisé ChatGPT pour écrire son livre? Ça n'aurait pas été stressant du tout. Je sais pas là, mais tape huile essentielle demi-odorante sur ChatGPT, puis il n'y aura pas d'informations. Il n'y en aura pas là. Puis, mais en même temps, mais voyons, c'est le plaisir que moi j'ai de partager mon expérience, de mes connaissances, les recettes qui fonctionnent. C'est pas l'autre qui va me dire quoi écrire. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Ça n'a aucun sens, hein. Oui. Ouais, absolument. Et toi, Zilien, dans ce partage, est-ce que tu aimerais nous parler d'un coup de cœur, soit d'une plante, d'une huile essentielle? Peut-être qu'on n'y a pas accès, c'est correct aussi, mais dans ta communauté ou un produit qu'on peut avoir accès, est-ce qu'on aurait quelque chose qu'on aurait intérêt à découvrir, ne serait-ce que de savoir que c'est toi qui l'utilises? Bon, moi, on va le savoir, là. Ben, c'est sûr que voilà, le sarro, puisque je suis en ce moment vraiment en pleine étude approfondie sur cette plante endémique de Madagascar, on l'appelle Mandrava sarcha, c'est la saveur amère qui protège le sexe féminin, figure-toi. Ça, c'est la traduction littérale de ce terme populaire, de ce mot vernaculaire. Et en fait, traditionnellement, cette plante est utilisée pour protéger les jeunes filles de tout ce qui est infection urinaire, de tout ce qui est règles douloureuses, de tout ce qui est... Je te parle bien de la plante là. Euh, et on s'aperçoit qu'elle a plus de 5 chémotypes, 5 formes différentes à Madagascar. Il y en a qui sentent le citron, il y en a qui sentent le camphre, il y en a qui sentent le ravinsar, il y en a qui sentent Oui, moi, j'ai un l'anis. sarreau qui ressemble plus au Ravinsara avec un peu plus probablement de 1,8 cinéole dedans, là. Donc oui, j'aurais envie de dire que cette plante-là, à Madagascar, ils disent que le ravinsar est très rigide. Il n'est pas si polyvalent pour les Malagasy, il est très axé sur l'ORL, tu vois, vraiment Mm. très 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 beaucoup. Et il parle du sarreau en disant que le sarreau, lui, il se balade partout, il est très polyvalent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que ces molécules aromatiques, selon les pathologies rencontrées ou les problématiques rencontrées au niveau des systèmes de notre corps, s'adaptent très bien. Et alors ça, l'intelligence, ça c'est quelque chose qui me passionne. Enfin, tu vois, quand la plante montre son intelligence, là on rentre dans un univers qui est tellement magnifique. Donc oui, le sarreau, c'est sûr. Moi je n'en produis pas, mais je l'achète à Madagascar. Ouais. Est-ce que tu privilégies un chémotype en particulier ou est-ce qu'ils mélangent toutes les distillations puis ils font... Non, non, pas du tout. Je suis pour analyser, identifier, et même au niveau morphologie des sarraux, on s'aperçoit qu'ils ont des morphologies différentes. Tu vois, comme par exemple les fameux
comment vous l'appelez en France et tout ça, on l'appelle, oui, le piment de la Jamaïque, tu sais? Le Tu vois, B, la B, la B-A-Y. baie Saint-Thomas. Ouais, exact, c'est Oui, ça. Pimenta dioica, peut-être, en latin. Pimenta dioica. Il y a aussi Pimenta racemosa. Et puis dans ces deux-là, ces deux espèces, tu as beaucoup de chémotypes différents. Et alors là, quand tu t'intéresses à l'origine de ce baie Saint-Thomas, eh ben, on sait que ça vient des Caraïbes, des Antilles, quoi, principalement. Et là, quand tu vas creuser là-dedans et tu vas voir un peu les distillations sur place et comment ils l'utilisent, tu te rends compte que voilà, il y a beaucoup de chémotypes différents et c'est important pour moi d'analyser la morphologie de la plante puisque là, j'ai pas eu de quelque chose qui me prouve le contraire jusqu'à présent, mais en botanique, pour moi, je n'ai jamais rencontré deux plantes de la même espèce, disons, de la même variété, de la même famille même, qui ont le même chémotype voire la même ADN, mais qui ont une morphologie similaire. Il y a toujours du détail dans la morphologie qui dit que, ok, là c'est plus dentelé, elle reste petite. Et là on est vraiment dans de la vulgarisation totale, hein, rien de scientifique ou quoi, on est dans de la compréhension de l'enfant face à la plante qui regarde et qui dit, cette plante-là et cette plante-là, c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Et en fait, tu te rends compte que ça a du sens puisque le chémotype, les molécules aromatiques présentes dans la plante, euh, elles sont là pour une raison, défendre, attirer, permettre à l'espèce de survivre, de se reproduire. Donc forcément, s'il y a plus de limonène ou s'il y a plus de 1,8 cinéole, sa morphologie va être affectée. Et là, c'est juste mon expérience personnelle que je partage, mais tu le vois même au niveau des épinettes noires, tu vois, différentes chémotypes d'épinettes noires, selon si elles sont vraiment dans le nord, dans ces forêts où il n'y a que des épinettes noires, où il n'y a plus rien qui vit carrément, ou si tu prends les petites épinettes qui sont encore dans quelques forêts où il y a un peu de feuillus, tu vois, plus dans le bas, ben elles n'ont pas le même chémotype, c'est logique, et ainsi de suite en fait. Euh, Ainsi de suite. Je pense que Mhm. c'est important pour moi de dissocier ces chémotypes. Pour le coup, pour le sarreau, là non. Vraiment les spécifier, les différencier, les comprendre, et puis les planter, les cultiver Hmm, pour qu'ils ne se perdent pas, quoi. Ouais, ouais. oui. Donc, tout ça part de l'observation de la nature, du végétal, de son environnement. Et pour aussi bien observer, ça nous demande d'être présent, d'être connecté, de demander à la plante de recevoir ce qu'elle a à nous offrir aussi, de recevoir le message. Et c'est tellement loin du discours scientifique, d'analyse. J'aime toujours Michael Zayat, mon collaborateur, quand il dit, c'est un enfant qui écrit une lettre d'amour à son père. Papa, je t'aime. Et là, le papa scientifique, il analyse, il passe le papier dans une machine, il analyse le type de papier, il analyse l'encre. Et là, il y a toute l'analyse, puis il dit, mais voyons, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a de la fibre, il y a de l'encre, il y a des molécules, mais il n'y a pas d'amour parce qu'il n'a pas su lire le message. Et c'est le côté traditionnel dans les plantes, quand on pense aux Autochtones, peu importe le pays ou la région, l'observation de la plante, la texture, y goûter l'amertume, la sécheresse, l'astringence, le gluant. Déjà, plus on se rapproche des plantes, plus en les regardant, les touchant, y goûtant, on peut déjà avoir des indications sur ses propriétés avec des huiles essentielles, pas d'huile essentielle, euh, engourdissement de la langue, etc. Donc, on le développe. Hein. Plus on vit avec les plantes, on envoie des nouvelles, on goûte un peu, puis tout de suite, ah, je pense que ça pourrait être intéressant pour ci, pour ça. Donc, c'est de se ramener à ces enseignements qui se rapprochent beaucoup de Maurice Méségué, que j'ai beaucoup aimé. J'ai ses livres à Maurice, j'ai lu deux fois Des hommes et des plantes. C'est des ouvrages tellement touchants, tellement authentiques, qui ramènent dans l'expérimentation de l'herboristerie, dans ce cas-ci, et non de l'aromathérapie. Donc, il faut se ramener à ça. Donc, je dirais à
à nos auditeurs de se rapprocher de la nature, de se rapprocher dans la conscience. Tu sais, quand on prend une marche, on observe la feuille, on observe l'arbre, on observe le bourgeon, on y touche. Est-ce qu'il est gommant? Est-ce qu'il goûte quelque chose? D'être curieux. C'est comme être un enfant, de retrouver, c'est comme les enfants, ils font, ils touchent les plantes, ils goûtent. Ben, c'est un petit peu ça. Je pense que si on veut se réapproprier ce savoir, ben, ça passe par l'expérimentation. Ouais, je pense aussi. Puis pour ramener à l'aromathérapie, qui est quand même aussi le sujet là important, et dans ton école et dans ton travail, je pense que c'est super important que quand tu as ta bouteille dans la main et que tu sors quelques gouttes pour X raisons, compte les gouttes, assure-toi du nombre de gouttes. Quand on te dit 3 gouttes, c'est pas quatre. Je sais que les gouttes, 10 gouttes, c'est compliqué parce que souvent, voilà, ça coule plus. Dans ce cas-là, on prend une petite pipette, il y en a plein d'accessibles. Et puis, une goutte a une valeur inestimable d'huile essentielle. Inestimable, vraiment, Ah, je suis vraiment. d'accord. Quand on distille, puis on attend que l'huile essentielle commence à couler, puis là, on voit qu'il y a une petite pellicule. Puis des fois, j'ai distillé pour le plaisir l'herbe à poux avec un alambic de 90 litres tout rempli. Puis j'ai eu 5 millilitres. Donc, tu imagines après chaque goutte que j'utilisais, comment ça devient précieux. Donc, c'est un beau message d'apprécier goutte à goutte chaque, chaque molécule aromatique que vous allez utiliser, chaque huile essentielle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie, d'amour, de passion pour que vous ayez accès à ce produit-là. Oui, absolument. Et puis peut-être, je sais pas si on peut dire un dernier mot aussi, Oui, peut-être arrêter d'acheter les huiles essentielles n'importe où, parce que oui. voilà, vous pouvez vous fournir dans des endroits, voilà, au Québec, vous avez la chance d'avoir et des beaux laboratoires et un accès à Internet irréprochable, donc vous pouvez commander. Euh, mais c'est important de... Il y a une énorme différence, on s'en rend compte quand on utilise l'aromathérapie de façon clinique, entre un Ravinsar qu'on va prendre dans une pharmacie de Phytosun ou de je ne sais pas quel autre laboratoire et un Ravinsar qui vient d'un producteur. Ce sont deux Ravinsar, mais ça n'a rien à voir. Ce sont deux produits différents. Oui, C'est c'est tant au niveau de l'énergie, de la vitalité de l'huile essentielle, puis la conscience avec laquelle cette plante-là a été euh, cueillie, tu sais, cultivée, transformée, distillée dans tout le respect de sa production. Tout à fait. Merci beaucoup, Zilien Biret, pour cette magnifique rencontre. Zilien, on va retrouver ton livre peut-être même au moment où le podcast va être disponible. Peut-être que ton livre va être un peu partout dans les librairies du Québec parce qu'avec les éditions Larousse, ça va être largement lancé. Donc, j'ai bien hâte de le découvrir. J'ai hâte comme le déguster, hein. Ça me fait du bien. Moi, les livres avec juste des monographies, à un moment donné, j'ai le goût d'entendre quelqu'un me parler, de lire quelqu'un. Donc, j'ai très hâte de te lire, Zilien. Dis-moi, Zilien, est-ce que tu as un site Internet que les gens peuvent consulter pour te connaître? Je ne sais pas. Non, j'en ai un, mais j'ai une page internet, mais qui n'est pas vraiment représentatif de ce que je fais. J'ai une page Instagram, je sais, ce sont les réseaux, mais tu vois, j'ai une page Instagram très personnelle, très familière, où il n'y a Hmm. pas de propagande, où il n'y a pas de publicité. Je partage juste des infos sur les plantes avec des vidéos, c'est tout, et des réflexions. Donc non, j'ai décidé de plus fonctionner avec un site, du coup, Oui, non. Ouais. c'est correct. Ouais, chacun ses outils, hein? C'est ça. Merci beaucoup, Zilien, puis au plaisir ben, de se revoir, hein? Merci à toi pour ta confiance. Merci.